Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bienvenue dans Cœur de patrimoine. Comme chaque semaine, on se retrouve avec tous nos experts pour prendre en main votre épargne. Une heure de conseils mitonnés par les meilleurs spécialistes pour améliorer la gestion de vos placements. C'est la promesse hebdomadaire de Radio Patrimoine. Alors au sommaire de ce 32e numéro, à l'heure où on entend de plus en plus parler des ETF, eh bien on va arbitrer ou tenter d'arbitrer le match entre gestion passive et gestion active. Et puis en cette fin d'année, on va aussi ausculter l'économie mondiale pour mieux appréhender les différentes zones de la planète. On prendra ensuite une petite leçon patrimoniale en évoquant le cas de la holding. Et puis enfin, on parlera de prêts immobiliers et de transfert de prêts pour en saisir bien sûr les opportunités, mais aussi les risques. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et tout de suite pour arbitrer ce match, la femme en noir, entre guillemets, ce matin, c'est Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine. Bonjour Cédric, la femme en gris. Oui, la femme en gris, plutôt, femme en gris. C'est vrai, effectivement. Associée fondatrice d'Alter Egal, et on va donc essayer ensemble d'arbitrer ce match entre gestion active et gestion passive. D'abord, on va peut-être poser le décor, juste brièvement. J'ai prononcé le mot ETF, mais voilà, il y a actif, il y a passif. Pourquoi est-ce qu'on dit actif, passif ? Alors vous avez raison, je fais le choix de parler des ETF passifs, et il y a aussi des ETF en gestion active. Il y en a qui sont dits actifs. Exactement, donc je fais ce choix-là. Ça commence à se compliquer. Je vais revenir sur le départ. Alors, avec la gestion active. En fait, les ETF ont pour but, globalement, de répliquer un indice, quel qu'il soit, ou un groupe de valeurs, et ainsi de suite. Et donc, on nous dit, écoutez, les ETF, au fond, ils font super bien le job. Pourquoi avoir un gérant ? Et en plus, c'est moins cher. Bon, sur le papier, c'est ultra entendable. Donc, on se dit, oui, pourquoi on prendrait du coup des gérants payer des fortunes alors que des mecs qui ne foutent pas grand-chose le font super bien pour pas très cher. On va aller dans le détail parce que, comme souvent, le diable est dans les détails. Et c'est ça que je voudrais qu'on regarde en ce moment parce que, en réalité, répliquer un indice, c'est souvent répliquer les bulles, pas forcément avoir le recul. Un rebalancement qui est parfois trimestriel, donc qui ne donne pas le temps d'avoir les répliques aussi nécessaires en intraday, bien sûr, mais tout court. Et donc, est-ce que des fonds chargés en frais et qui rémunèrent vos intermédiaires dont je fais partie, sont si mauvais pour la gestion de votre patrimoine par rapport à un ETF pas si cher. Donc finalement, c'est sur la fréquence, entre guillemets, que jaillit le débat, parce que... Je crois qu'ils sont sur les frais. Je crois que vraiment, c'est plus la question du, au fond, répliquer un indice, c'est déjà vachement bien, et le battre, c'est souvent très peu probable. Et c'est vrai que c'est pas toujours le cas, mais aussi parce que, et on va rentrer dans le cœur du moteur, mais parce que les études sont souvent faites de façon... Oui, parce que j'imagine qu'il y a une masse d'experts qui a déjà, entre guillemets, analysé, regardé, ausculté le problème, non ? Il y en a sans doute beaucoup qui se penchent un peu côté volontairement de l'ETF, parce que vous savez, et ça fait quand même 20 ans que ça dure, les frais, c'est un peu le combat, et c'est un peu le truc à abattre dans la gestion d'actifs. Moi, je pense qu'il y a des frais qui sont valables dès lors qu'ils apportent plus de performance. Et la question, c'est pas forcément de comparer n'importe quel fonds, parce que quand vous allez dans votre banque, ne constatez que leurs fonds sont souvent pas terribles. C'est aussi pour ça qu'on existe avec une gestion ouverte, parce que les fonds d'un Carmignac, d'un JP Morgan, d'un Morgan Stanley vont être meilleurs que le fonds On rappelle que Monsieur Tout-le-Monde, quand il se pointe dans son agence, effectivement, il va souvent avoir accès à une simple sélection de fonds qui seront bien souvent des fonds maison et qu'il faut monter un peu plus en banque privée et autres pour réussir à trouver une architecture plus ouverte. Alors que ce n'est pas le cas chez les CGP, par exemple. Non, ça, on a forcément une architecture ouverte parce que de fait... On ne fabrique pas ces produits, oui. Alors, certains désormais le font. Certains désormais le font, mais ils le font plutôt bien, normalement. Et après, il y a autre chose qu'on ne mentionne jamais dans le comparatif. On verra que dans le détail, finalement, on ne compare pas non plus les frais. Mais on verra également qu'on ne compare pas les frais de l'enveloppe. Et très souvent, quand vous, épargnants, souhaitez avoir accès tout simplement à des ETF plutôt qu'à des fonds actifs, parce que vous ne connaissez pas bien la gestion de l'actif, parce que ceci, cela, et parce qu'on vous a dit, et que Mme Tartampion vous a dit avant-hier que c'était mieux, vous dites, ouais, super idée. Mais les frais de l'enveloppe ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que parfois, dans des contrats d'assurance vie, vous pouvez avoir 0,90 de frais sur une enveloppe classique avec des fonds qui ont même leurs frais. Sur une enveloppe où vous mettrez les ETF, vous pouvez avoir 1,10, 1,50 de frais. Donc déjà, comparons ce qui est comparable. Parfois, les frais d'arbitrage sont également pas les mêmes parce que, rappelons-le, Cédric, il n'y a pas de gestion gratuite. Si on pouvait tous travailler gratuitement, ça se saurait. La question est, est-ce que ça les vaut ? Comme on dit souvent, quand c'est gratuit... Ça n'a pas de valeur. Oui, et puis ou alors c'est le client qui est au menu, quoi. C'est le client oui, absolument, c'est le client le produit. Bon, il y a des solutions donc, aujourd'hui, si on prend un cas particulier, si on essaye d'illustrer un peu le propos, Géraldine. Oui, alors avant peut-être d'illustrer le propos, si on en a le temps,
il faut savoir que si on prend toutes les catégories d'OPC existantes avec les indices type MSCI World, finalement, dans toutes les catégories d'OPC, il y a aussi les mauvais, on est d'accord, il y a les bons et les mauvais. Le travail du CGP, c'est aussi de faire le tri dans les bons. Il y a quand même 38% des cas où la gestion active est meilleure. C'est pas beaucoup, mais 38% des cas, pour quelqu'un qui est conseillé, c'est peut-être 100% des cas, dans l'absolu. Bon, ça c'est un premier point. Donc il faut avoir choisi les bons OPC, déjà. Il faut avoir choisi le bon intermédiaire, peut-être. Ça, c'est un premier point. Et puis, je pense que les études sur les ETF et comparant les OPC, elles vont devoir évoluer pour faire le tri entre les fonds qui ont été fermés, les fonds qui existent encore. Enfin, tout ça est encore un peu, on va dire, naissant en termes d'études. Je pense que le temps faisant, on va pouvoir améliorer l'étude pour affiner et pour laisser sa part à la gestion active, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, d'avoir quelqu'un qui va prendre des biais, avoir une gestion proactive quotidienne et pas juste suivre un indice. Et c'est vrai que si on regarde aujourd'hui la composition du MSCI World, on rappelle, c'est un indice hyper général. C'est un indice des plus grosses valeurs mondiales, mais où est surreprésenté, où sont surreprésentés les États-Unis et donc les GAFAM. Et avec la très récente énorme hausse depuis l'élection de Donald Trump, il n'est toujours pas au pouvoir, donc on verra si à partir du 20 janvier on est tout aussi enthousiaste, mais ça a aussi favorisé un peu des bulles quand même. Et là où le gérant actif, lui, peut, comment dirais-je, ne pas... pondérer un peu la bulle. Exactement, et faire des choix peut-être de plus long terme. Alors d'abord, il y a OPC et OPC. Il y a 696 sociétés de gestion de portefeuille agréées en France à l'été 2023. Dedans, bien sûr, il y a celles qui ont des ETF. Il y a à peu près 11 000 OPC. Et plus largement, si on inclut les fonds étrangers, il y a 30 000 OPC. Donc, ils ne sont pas tous forcément à jeter avec l'eau du bain. Donc, des chiffres qui font tourner la tête un peu quand même. Objectivement, je ne sais pas qui suit 30 000 OPC à part Morningstar, et encore, je ne suis même pas sûre. Mais 30 000, c'est énorme. Donc, déjà, concentrons-nous. Donc, j'ai décidé de prendre 2 exemples pour qu'on se fasse un peu la mesure de ce qui est bien ou pas bien. Et on verra qu'en fonction des phases de marché, c'est plus ou moins pertinent d'être d'un côté ou de l'autre. Alors, on compare quoi? On étudie quoi? On va commencer par l'ETF que tout le monde a envie d'acheter. Pas plus tard que ce matin, mes clients me disent « Géraldine, qu'est-ce que vous pensez de l'ETF Tartemuche MSCI World ?» Bon, déjà, tout dépend de l'horizon d'investissement, mais pourquoi pas. Donc, un ETF MSCI World, en moyenne, sur 2022, il fera moins 17%. Exceptionnel. Il va faire plus 24 en 2023. Et là, on voit tout le poids des indices, des GAFAM et ainsi de suite. Et puis, au 30 septembre, il est à plus 11,45. On se dit, moi, Géraldine, ça me va. Magnifique. Et puis, je vous compare à un de mes chouchous. Et on verra que dans la durée, c'est un peu mieux. Et mon chouchou, dans le cadre d'espèces, c'est Carmignac Investissement. Carmignac Investissement, il est un indice, mais il est relativement libre de ses capacités d'investissement. Il peut surpondérer l'Asie ou l'Europe, pas que les États-Unis, en fonction de ce qu'il ressent et pas en fonction uniquement de ce que réplique l'indice. D'accord. Donc là, il y a un gérant derrière, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Exactement. Alors, qui a souvent changé, mais enfin, à chaque fois, il était plus ou moins bon quand même. Alors, sur l'année 2022, certes, ils font moins 18,33. On dit, au fond, il valait mieux avoir l'ETF. Tout ça étant net des frais. Hein. D'accord. Souvent, on nous parle, là, c'est net des frais. Donc, il y a moins de frais sur l'ETF, un peu plus sur Carmignac, mais enfin, au bout du bout, on est relativement égal. La perf est quasi similaire, entre guillemets. Elle est proche. Effectivement, elle est proche. À 50 centimes, c'est globalement assez proche. C'est rarement pas pour 50 centimes qu'on fait un choix d'investissement. Sur l'année 2023, Carmignac ne fait pas le choix forcément de ce qui a le mieux marché sur la MSCI World. Donc, ils font, entre guillemets, que plus 18,91. On se dit, du coup, c'est toujours le match pour le moment, c'est toujours l'ETF, entre guillemets, qui est gagnant. Ouais. Mais arrive 2024, et tout le monde a dit, je pense, sur votre plateau, que 2024 est une année du retour du stock picking. Et là, c'est très intéressant de voir qu'on était donc à 11,45 au 30 septembre pour l'ETF Lambda MSCI World, quand le fonds à Carmignac Investissement est déjà à plus 16,94. Ah oui. Et on vient de manger la différence avec ses petits camarades. Et elle s'est amplifiée sur le dernier trimestre. Et donc, au fond, si on revient à un monde de sélection de titres, ce à quoi on croit, et qu'on n'est pas uniquement dans la réplication, alors la gestion active a réellement sa place. Et peut-être aussi que l'ETF l'aura. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi avoir une gestion active. Et est-ce que finalement,
il n'y aurait pas une bonne idée qui serait finalement de panacher un peu, justement, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Alors, c'est d'autant plus vrai si on regarde l'Europe, Cédric. Parce que l'Europe, on va regarder quoi? Nous, Français de base, on va regarder le CAC 40. Nous, on regarde notre CAC, oui. Voilà, mais tout le monde fait ça. Et alors, OK, c'est pas l'indice du siècle pour l'année 2024. Il a quelques défauts, mais même en général. Mais cette année encore moins, peut-être, ouais. Si on regarde un ETF Amundi CAC 40, on va avoir 2022, moins 9,50. 2022, moins 9,50, plutôt pas trop mal. On va avoir, parce qu'ils ont pris beaucoup de luxe, on va avoir 2023 plus 12,73, sur le papier super, et 2024 au 30 septembre plus 5,89. Ça c'est sensiblement amaigri depuis. Ouais, assez, oui. Et puis je compare au fond JP Morgan, Euroland Dynamic, qui est un fonds qu'on met dans nos allocations dans les PEA. Pour moi, c'est comparable. Alors, scandale sur 2022, il fait moins 18,33. On se dit, mais Géraldine, n'importe quoi. Prendre un ETF, là, Géraldine. Sauf que dès 2023, ce fameux fonds, il fait 18,91. On commence à sensiblement rattraper. Et 2024, au 30 septembre, ce même fonds est à 16,94. Donc... Et là, ça a dû aussi se tasser un petit peu depuis, mais... Oui, alors ça s'est également tassé, mais pas dans les mêmes proportions, mais comme on a arrêté. L'idée, c'est de se dire quoi, au fond? Si on est vraiment très, très honnête, c'est de se dire qu'effectivement, les ETF ont leur part à jouer dans une allocation d'actifs. Et je pense que parfois, quand on n'a pas d'idée, qu'on sait que voilà, la zone géographique, on veut la jouer, ou à l'inverse, quand on ne veut pas jouer de zone géographique, pourquoi pas? Quand on veut jouer les actions, mais qu'on n'est pas sur un biais d'un gérant, les ETF, ils ont une part à jouer dans une allocation d'actifs, et surtout quand il n'y a pas de conseil en gestion de patrimoine pour faire arbitrer les fonds. Mais considérer que les ETF sont la garantie d'une performance sur long terme, alors là, par contre, je m'inscris en faux parce que manifestement, c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut challenger son CGP en lui disant... Alors je pense qu'il faut faire confiance, mais oui, il faut challenger. Il faut avoir les indices à peu près en tête. Et il faut savoir ce qu'on regarde aussi comme ambition. Parce que l'ETF, il n'aura pas forcément l'ambition ISR qui peut être la vôtre. Alors que les fonds que je vous propose, ou que vos conseillers vont vous proposer, ils vont prendre en considération cette partie de durabilité, cette partie ESG, que les ETF vont moins prendre en compte puisqu'ils prennent l'indice au global. Et donc, un Amazon va être, a priori, je prends cet exemple-là aux périodes de Noël parce qu'on l'utilise vachement, enfin, moi par exemple, mais ils sont assez consommateurs de beaucoup de choses qui sont pas très pro-planète. ESG, ouais. Voilà. Alors que peut-être que votre gérant, lui, sera resté sur un axe beaucoup plus ESG, y compris en fin d'année. Il y a pas mal d'observateurs qui parfois nous disent, en fait, finalement, quand on veut partir très loin, jouer de l'Asie, jouer tout ça, peut-être qu'on peut prendre des ETF ou des choses très spécifiques. Et puis, plus on se rapproche, Amérique, Europe, prendre des fonds actifs. Et puis, peut-être, quand on est très proche de soi, sur son marché domestique, là, commencer à jouer des titres vifs. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, peut résonner? Alors, il est certain que jouer des titres vifs en Asie... c'est chaud. Ouais, c'est ça, vous m'ôtez les mots de la bouche. C'est un peu compliqué. Je pense qu'effectivement, globalement, si on veut jouer l'Asie, il est effectivement définitivement plus simple de choisir ou bien un ETF, ou bien des maisons de gestion qui sont implantées en Asie depuis un certain temps, qui ont un savoir-faire. Après, il faut se méfier aussi de la finance comportementale. Le Japon a très bien fonctionné, peut-être que c'est plus le moment. L'Inde a très bien fonctionné, peut-être que c'est plus le moment. La Chine a moyennement fonctionné, peut-être que c'est le moment. Donc, être parfois un peu contrariant sur ces locations, gardez cette idée que l'horizon de placement, c'est au fond votre aiguillon pour votre allocation d'actifs. Le cœur de la gestion d'actifs, en vrai, le MSCI World, c'est ça, c'est 60% aux US. Donc, à minima, avoir une exposition aux US, c'est pas complètement idiot. Après, quel type d'acteur on va choisir, ça va dépendre, encore une fois, des thématiques. Est-ce qu'on va être sur les indices, et auquel cas, si on veut répliquer l'indice, il n'y a rien que mieux qu'un ETF. Si on veut aller chercher quelque chose de différent, parce qu'on pense que les indices à court terme vont se tromper, alors sincèrement, je pense que les acteurs de marché, et il y en a par centaines à disponibles en France, ont tous leur place dans vos allocations d'actifs, et toute une question de proportion. Et puis les choix d'un gérant, d'un conseiller, c'est aussi ça a aussi une part d'histoire, de challenge, etc. C'est pas un ordinateur qui suit un indice, quoi. Si on regarde, par exemple, question de passion, un gérant aussi, patrimoine, mais si on regarde un gérant, il peut aussi se couvrir contre des risques. Il peut très bien vouloir s'exposer à la tech US et puis en même temps se couvrir en vendant l'indice Nasdaq. Et c'est la richesse de la gestion active. Et je pense que même nette de frais, elle doit être regardée parce que manifestement, dans plus de la moitié des cas, elle va être gagnante. Et donc, si vous avez les bons fonds, alors peut-être que dans 100%, vous serez gagnant.
Merci beaucoup Géraldine. Merci Cédric. Géraldine Métifeux et Alter Égal sur ce rapport entre gestion active et gestion passive. Et nous, on poursuit notre voyage dans Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. En fin d'année, c'est toujours intéressant de se poser un petit peu et de prendre le temps finalement de lire le panorama macroéconomique, conjoncturel, politique un petit peu nécessairement de cette fin d'année pour peut-être mieux appréhender ce qui arrivera ensuite. Et pour ce faire, c'est Florent Vabon qui est avec nous. Bonjour Florent. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, économiste chez Ecofi. Alors bon voilà, fin d'année un petit peu particulière. D'abord l'économie nous pose des questions et on va s'y pencher. Ensuite, la politique s'en mêle. Alors, la France, ça n'aura échappé à personne. Trump non plus, ça n'aura échappé à personne. Alors, il n'est pas encore aux commandes, mais il y a déjà des effets de ce qu'il va faire. Bref, peut-être qu'on a envie de se dire, c'est pas la panacée cette fin d'année. Il y a peu d'espoir. Enfin, voilà. Vous voyez les choses comment ? Est-ce que, finalement, il faut broyer du noir ou est-ce qu'on peut quand même regarder les choses avec un petit peu d'espoir? Je pense qu'il faut distinguer les zones, et notamment là où ça broie le plus de noir, si je puis dire, c'est en zone euro en ce moment. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les indicateurs nous montrent que l'économie n'est pas au beau fixe, c'est le cas de le dire. En revanche, et je vais peut-être vous étonner, Cédric, malgré tout ce que vous venez de dire, chez Ecofi, on est plutôt optimiste sur la croissance à attendre en 2025 pour la zone euro. Et notre raisonnement repose sur 3 briques. La première, c'est que l'on pense que la consommation va repartir en zone euro. Alors je sais, ça paraît assez utopique, mais ce que l'on voit, c'est que d'ores et déjà, dans les indicateurs de confiance des consommateurs, on commence à voir un redressement de ces indicateurs-ci, à la faveur de la désinflation, de la baisse des taux. Et puis ce qu'il faut aussi bien regarder, distinguer, c'est les différents pays au sein de la zone euro. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la France, on parle beaucoup de l'Allemagne, c'est ceux qui s'en sortent le moins bien. Mais quand on regarde par exemple l'Espagne, le taux de croissance du PIB de l'Espagne va dépasser celui des États-Unis en 2024. Et on pense qu'en 2025, ce sera encore un bon cru pour l'économie espagnole. Alors que pour faire une comparaison avec notre petit hexagone, entre guillemets, l'Espagne non plus n'a pas de budget, hein, et ça fonctionne. Tout à fait. Et donc de ce point de vue-là, première brique, la consommation. Le consommateur de retour en zone euro pour 2025. Deuxième brique, l'investissement des entreprises. Alors là, de la même façon, si on regarde la France, ça ne va pas très bien. Par contre, si on élargit un peu la focale, on voit que dans d'autres endroits, ça commence timidement à repartir. Et là aussi, à la faveur de la baisse des taux et de la reprise de la consommation, on peut décemment envisager une reprise de l'investissement. Puis troisième brique, qui cette fois-ci est un petit peu plus subtile, un peu plus structurelle et qui est teintée d'une forme d'espoir, si je puis dire, c'est qu'on anticipe que des facteurs structurels, plus structurels, vont être à l'œuvre en 2025. Vous avez cité tout à l'heure Donald Trump. La manière dont il agit, c'est un peu comme un négociateur. Et ce que l'on pense, c'est qu'effectivement, du côté de l'Europe, on a un pouvoir de négociation, et notamment que ce soit le plan de défense qui a été évoqué de la part de la Commission européenne. Ça peut être un élément pour essayer de contrer la mise en œuvre des barrières tarifaires. Pour le dire très clairement, effectivement, il a dit dans son programme qu'il allait appliquer 10% sur les biens en provenance d'Europe, mais ça n'est pas garanti. Pour lui, en tout cas pour nous, ça va plutôt être une arme de négociation plutôt qu'une menace prête à être mise en œuvre immédiatement. Malgré tout, il y a aussi un aspect qui est intéressant, c'est peut-être très macroéconomique là pour le coup, mais c'est celui de la Banque Centrale Européenne. On a vu qu'elle avait finalement, qu'elle maintient sa vision, qu'elle maintient sa trajectoire. Comment est-ce qu'on voit les choses ? Parce que là aussi, quand on regarde de l'autre côté Donald Trump, et on y reviendra peut-être, mais on peut se dire que quelque part, à un moment, il y aura du tiraillement sur les devises, Donc, comment est-ce que vous voyez les choses, vous, pour les mois qui viennent, sur cet aspect purement BCE, peut-être avant de franchir l'Atlantique ? Alors, tout d'abord, je propose de revenir un tout petit peu en arrière et de regarder ce que, au tout début d'année, le consensus anticipait sur la Banque Centrale Européenne. Ce qui était dans les cours, entre guillemets, c'était de se dire que la Banque Centrale Européenne n'allait pas se démarquer de la Fed et allait patienter jusqu'à ce que la Fed baisse ses taux. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle a baissé ses taux dès le mois de juin, avant la Fed, et elle a continué à le faire. Là, le 12 décembre dernier, donc la semaine dernière, elle a baissé ses taux pour la 4e fois, 3e fois consécutive. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle s'est véritablement démarquée. Alors pourquoi ? Eh bien parce que l'inflation a beaucoup baissé, et puis parce que l'économie européenne est, on vient de le dire, mal en point. Alors la question que vous venez de me poser, c'est plutôt de se projeter cette fois-ci sur 2025. Alors nous, ce qu'on anticipe, c'est encore 2 à 3 baisses de taux, grand maximum. D'accord. Donc là, c'est une démarcation assez forte vis-à-vis du consensus, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que comme on anticipe un redressement de l'activité, on pense que l'urgence sera moindre
en 2025 pour la Banque Centrale Européenne. Pour le dire encore plus clairement, nous, on anticipe un point d'atterrissage du taux de facilité de dépôt de la Banque Centrale Européenne, celui qu'on a coutume de regarder, aux alentours de 2,25%, tandis que le marché, lui, est plutôt en dessous de 2%. D'accord. Voilà. Mais ça veut quand même dire qu'il y a encore des baisses de taux dans les tuyaux. Et donc, ça va alimenter ce redressement de l'activité. Du coup, si on essaie de traduire tout ça, parce que c'est aussi un petit peu le but de l'entretien, en termes d'allocation d'actifs, comment on doit considérer la classe européenne ? Alors là aussi, je vais sans doute vous étonner parce que le pessimisme est très fort sur les actions de la zone euro. On aurait plutôt tendance à parier justement sur un rebond des actions de la zone euro. Alors pour les raisons que je viens d'évoquer, les baisses de taux de la BCE qui vont porter leurs fruits. Alors quand je dis les baisses de taux, c'est passé et à venir. On a une décote qui est absolument historique vis-à-vis des États-Unis. De manière générale, le monde entier est en décote par rapport aux États-Unis. Et d'ailleurs, les actions de la zone euro sont chroniquement décotées par rapport aux États-Unis. Ça, il faut quand même le mentionner. Mais là, on est sur une décote de l'ordre de 40 à 45%. Donc en moyenne, on est plutôt 15 à 20%. Donc la décote... devrait y avoir une forme de rattrapage. Une forme de rattrapage, mais on peut rester peu cher pendant très longtemps. Donc c'est pas un argument nécessaire et suffisant. Donc il y a effectivement ce redressement de l'activité que l'on anticipe, qui nous positionne, je l'ai dit tout à l'heure, dans le camp des optimistes, si je puis dire, et puis ces baisses de taux qui donc pourraient favoriser un rebond des actions de la zone euro. Donc voilà pour l'Europe. Franchissons donc l'Atlantique. Jetons un petit œil du côté américain. Alors Donald Trump, on l'a dit, n'est pas encore aux commandes, mais ça ne saurait tarder. Et quand on regarde son programme, il y a quand même beaucoup d'items en face desquels on a nécessairement le mot inflation qui risque de revenir. Or, on sait qu'il a fait toute sa campagne en disant l'inflation, c'est les autres. Exactement. Donc, comment est-ce qu'on arrive un petit peu à imaginer tout ça, à voir, parce que ce soit la fiscalité sur les entreprises, ça devrait peut-être générer de l'inflation, que ce soit les mesures contre l'immigration, ça devrait générer de l'inflation. Enfin voilà, il y a à chaque fois ces grands items qui nous ramènent forcément un petit mot comme ça. Qu'est-ce que ça va faire, Donald Trump ? Je pense qu'il faut hiérarchiser les mesures en fonction de la probabilité qu'elles aient de passer. Donc si on regarde par exemple les baisses de taxes, a priori c'est cette mesure-là qui récolte le plus d'adhésion. Ça, c'est sur les entreprises. Voilà, baisse de taxes au niveau des entreprises, c'est ce qui récolte à mon avis le plus l'adhésion du côté du Parti républicain. Donc ça, à mon sens, c'est ce qui aura lieu, peut-être de manière un petit peu plus circonstanciée que ce qui est écrit dans le programme, mais ça va avoir lieu. Donc ça va être plus inflationniste, mais je vais essayer de distinguer les sources d'inflation, plus inflationniste par la demande. C'est-à-dire que l'activité économique va mieux se porter, les entreprises vont potentiellement plus embaucher, etc. Ça crée de l'inflation. Les tarifs douaniers, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus une arme de négociation. Et donc de ce point de vue-là, on a plutôt tendance, nous, à penser chez Ecofix que ça ne va pas être mis en œuvre de manière exacte par rapport au programme. C'est un peu plus inflationniste par l'offre, mais c'est pas garanti. D'autant que les entreprises ont des marges importantes, elles peuvent rogner un peu dessus, et les consommateurs sont peut-être un peu moins captifs par la hausse des prix. Ils vont peut-être un peu moins répondre à la hausse des prix. Donc les tarifs douaniers, je modérerai un peu le point. Et la politique anti-immigration, là aussi, on a l'impression que c'est aussi une forme d'arme de négociation. On l'a vu avec le Mexique et le Canada. Et donc, de ce point de vue-là, c'est difficile d'envisager que tout soit mis en œuvre aussi. Mais globalement, on a quand même quelque chose d'un tout petit... Un cocktail qui est un peu plus inflationniste, en effet. D'autant plus que la croissance économique aux États-Unis, contrairement à la zone euro, elle défie la gravité. C'est-à-dire qu'elle est très, très élevée. Et donc, si jamais... même de façon modérée, mais si jamais il y a de nouveau un peu d'inflation qui rentre dans la machine économique américaine, ça va gêner la Fed aux entournures. Tout à fait. Nous, c'est notre scénario. Alors, c'était même notre scénario, j'ai envie de dire, avant l'élection de Donald Trump, puisqu'on avait déjà identifié le fait que l'inflation était beaucoup plus persistante et puis que la croissance économique était plus élevée. Mais donc, effectivement, pour la Fed, ça complexifie l'équation. D'autant plus que ce qu'on a vu aussi durant la campagne, c'est que Donald Trump s'est montré assez vindicatif vis-à-vis de la Fed. Même lors de son premier mandat, on se souvient tous alors à l'époque ça s'appelait Twitter, mais on se souvient tous des tweets qu'il passait tous les jours pour dire il faut que Jérôme Powell baisse les taux. Donc ça veut dire qu'il va essayer de le chamailler, chamailler son indépendance. S'il fallait changer la loi, il changerait la loi pour que la Fed soit plus à sa botte. Hein. Exactement. Il y a même question de mettre quelqu'un entre lui et la Fed, une sorte de mise sous tutelle. Donc effectivement, ça va être gênant de ce point de vue-là, et ça va être gênant parce qu'il y a de l'inflation. Donc nous, notre scénario, c'est de dire qu'il n'y aura pas beaucoup de baisse de taux en 2025 du côté de la Fed. Le marché commence à se mettre sur cette idée. Mais en tout cas, effectivement, la croissance économique, le marché de l'emploi qui commence à se stabiliser, qui est encore instable mais qui se stabilise, et l'inflation qui devrait rester assez persistante. Et s'il y a une décorrélation comme ça entre les deux rives de l'Atlantique en termes de politique monétaire,
il y a forcément une question de devise, de taux, de change à avoir en tête, non ? Exactement. Alors, sur la question des changes, il faut se rappeler, c'est pour ça que j'avais fait un retour en arrière tout à l'heure, que c'était déjà le sujet lorsque la Banque Centrale Européenne envisageait le fait de baisser les taux avant la Fed. Tout le monde se posait déjà la question de se dire ils ne le feront jamais parce que sinon l'euro va s'effondrer. Finalement, ils l'ont fait. Le sujet sur l'euro, c'est effectivement le différentiel de taux d'intérêt, c'est un facteur explicatif très important. Mais si on considère qu'il y a un redressement de l'activité qui s'ensuit, là, on peut avoir effectivement... voilà, exactement. Bon, ça, c'était une petite césure. Juste pour terminer, puisqu'on était aux États-Unis, vous nous avez parlé des actifs européens. Si on pose la même question sur les marchés américains, qui sont très hauts, qui ont les magnifiques, etc., qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit prudence, attention On se dit que le marché est cher, archi cher, mais qu'il peut le rester encore... Pas le choix de... Exactement, il peut le rester encore très longtemps. On a plein d'exemples dans l'histoire des États-Unis où un marché était cher et il est resté encore pendant plusieurs années de suite. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même regarder ce qui se passe, décortiquer les chiffres. Et effectivement, quand on regarde les indices américains, ils sont majoritairement composés, enfin, majoritairement j'exagère, mais aux alentours de 30%, c'est 7 valeurs, les fameuses 7 magnifiques que vous venez de citer. Et ces valeurs-là sont des valeurs de la technologie. Ces d'un seul coup, c'est un peu moins cher. Ça reste relativement... C'est bon marché, on va dire. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc on peut être tenté d'aller vers ces valeurs-là plutôt que vers les autres. Mais je pense que rien ne peut battre les 7 magnifiques, en tout cas pour le moment, tant que les résultats sont au rendez-vous. C'est ça la question. Savoir s'il y a une récession aux États-Unis, nous on pense que non. Et puis si les résultats sont au rendez-vous, les 7 magnifiques vont continuer leur progression. Mais il pourrait y avoir un écart qui se réduit un petit peu entre les 493 autres et les 7 magnifiques. Merci beaucoup, Florent. Merci. Florent Vabon, donc, Ecofi, qui nous permettait en fin d'année de lire un petit peu cette économie, cette conjoncture sur les 2 rives de l'Atlantique. À très bientôt. Bonne fête de fin d'année. Merci. Vraiment. On poursuit, nous, Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et vous en avez l'habitude, régulièrement, on vous propose une petite fiche pratique, pédagogique sur tel ou tel aspect de la vie patrimoniale. Jérémy Doyen est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints, associés chez Bonnet et Doyen Conseil. Et effectivement, on va essayer d'être très pratique, très pédagogique sur un terme qu'on croit souvent dans le monde patrimonial, c'est le terme de holding. Si on pose les bases, ça veut dire quoi, holding ? Qu'est-ce que c'est qu'une holding ? Déjà, une holding, c'est un terme anglais. Donc, ce n'est ni des statuts de société comme une SAS ou une SARL. C'est juste une société qui détient d'autres sociétés, tout simplement, si je dois résumer ce que c'est qu'une holding. Quels sont les principaux objectifs, finalement, ou motivations, on va dire, qui président à la création de ce type de structure ? Bien, Cédric, pour vraiment aller dans le concret, un entrepreneur va nous voir quand il commence à réaliser des bénéfices avec sa société, qu'il commence à voir un peu plus loin que sa propre société, et il commence à se poser des questions fiscales, des questions de transmission, ou des questions patrimoniales, des questions de gestion active ou passive de son patrimoine, des questions d'investissement financier, immobilier. En fait, ça peut répondre à beaucoup de questions. La plupart du temps, on vient nous voir pour parler de fiscalité, mais la holding, c'est aussi d'autres objectifs patrimoniaux. Oui, c'est vrai que la fiscalité occupe une place souvent centrale dans la préoccupation principale d'un contribuable, disons-le, et qu'ensuite, il faut faire de la pédagogie, et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour expliquer le reste. Déjà, alors commençons par ces avantages fiscaux. Et quels sont les avantages que l'on retire fiscalement en créant une holding ? Vous avez parlé de résultats, de bénéfices, donc de dividendes, etc. Voilà, quels sont les principaux avantages fiscaux qu'on va gagner ? Il y a de nombreux avantages. On peut déjà parler de la stratégie de rémunération du dirigeant. Vous venez d'aborder les dividendes, Cédric. Effectivement, on peut parler de cette stratégie-là parce que quand on a une SARL ou une SAS en bas, on peut aussi réfléchir à avoir un montage avec une société au-dessus qui serait d'une manière différente, avec des statuts qui sont différents ou pas. Parce qu'effectivement, on peut aussi avoir 2 SARL, avec une SARL avec un fort capital social qui permettra une distribution de dividendes intéressante sans être chargé socialement un peu plus. Déjà, c'est pour la stratégie de rémunération du dirigeant. On peut avoir des fiscalités différentes entre une rémunération salariée ou des dividendes. On sait souvent que la SAS est utilisée pour les dividendes et la SARL pour la rémunération qui est moins chargée. Je le rappelle, 45% d'un côté, 80% de l'autre. Ça, déjà, c'est pour la stratégie de rémunération. Puis après, il y a le fameux régime mère-fille, dont on entend tout le temps parler. Effectivement, ce régime mère-fille, il permet une intégration de votre côté du résultat et des bénéfices qui sont distribués dans une société mère, c'est-à-dire la holding qui détient la société fille. Et donc, il y a 95% des dividendes remontés qui sont exonérés.
Et donc, il reste que 5% imposés à l'impôt sur les sociétés. Au maximum, et avec la fiscalité actuelle, j'insiste, vous avez une imposition à 1,25% des dividendes remontés dans les holdings. Et donc, quand on parle de 100 000 euros, si on a 1,25%, il reste presque 99 000 euros en haut. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment cet avantage fiscal. Après, c'est pas complètement anodin de rentrer dans cette structure, dans cette structuration de son patrimoine. Il y a des obligations, qui soient juridiques, qui soient administratives, qui sont liées au fait d'avoir une holding. Effectivement. Et déjà, premièrement, la holding, ça ne s'adapte pas à tout le monde. Il faut déjà avoir des résultats qui commencent à grossir et des objectifs qui deviennent patrimoniaux. On veut développer d'autres activités, on veut peut-être investir dans l'immobilier, on veut peut-être investir dans des supports financiers par le biais de sa société. On veut faire autre chose que juste le point fiscal. Voilà, ouais. Ça, déjà, c'est important. L'aspect juridique, il faut savoir que quand on crée une société holding, on va soit passer par un apport de titres, soit par un effet de levier, le fameux LBO, où on se revend sa société à soi-même. Déjà, pour faire ce type de choses, si on passe par l'apport de titres, il faut passer par un commissaire aux apports. Qui dit commissaire aux apports engendre forcément des coûts de création de société. Ensuite, il y a les statuts de la holding. On va souvent passer par un avocat fiscaliste. Et puis, il y a le conseil d'un point de vue général, où là, je mets en valeur notre métier, le métier de conseiller en gestion de patrimoine, où on peut être là pour accompagner le dirigeant. Point important, tous les ans, ça veut donc dire aussi qu'on a une nouvelle société. Qui dit nouvelle société dit comptabilité. Et donc, il y a des honoraires comptables qui s'ajoutent tous les ans. C'est pour ça que je dis que c'est pas quand on réalise un bénéfice de 15 ou 20 000 euros qu'il faut commencer à réfléchir à la holding. Je pense qu'il faut... Je dis pas que le montant est petit. Je dis juste qu'il faut vraiment avoir une perspective de croissance pour pouvoir envisager la holding. C'est-à-dire qu'il y a des cas, on va dire, où c'est particulièrement adapté et des cas où on va dire aux dirigeants, pas tout de suite. Exactement, parce que si les coûts juridiques sont plus élevés que le gain pour le dirigeant, il n'y a aucun intérêt. C'est là où notre conseil est là aussi. Et puis, il va falloir choisir les bons statuts, il va falloir aménager de la bonne manière, il va falloir réfléchir au réinvestissement ou pas des dividendes. Moi, j'ai tendance à dire que la holding, c'est pour investir, investir, investir. Comme dans l'immobilier, quand on dit, c'est l'emplacement. Mais là, j'ai envie de dire que c'est pour investir, investir, investir. Bon, je fais une toute petite incise. Les statuts... Ça vaut le coup à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur Internet chercher des statuts gratuits. Il vaut mieux débourser un petit peu d'argent auprès d'un conseil avisé pour créer les statuts dont on a besoin. C'est valable pour une SCI ou n'importe quoi. Vraiment, c'est un point qu'il faut retenir. Quand on commence à parcourir la littérature, Jérémy Doyen, on voit des tas de mots qui apparaissent dans ce monde des holdings. Et notamment, il y en a deux. Alors, vous avez parlé mère-fille, etc. Mais justement, dans tout ce monde-là, il y a le fait qu'une holding soit active ou opérationnelle et qu'elle soit passive ou dite de gestion. Pourquoi est-ce qu'il y a ce vocabulaire qui vient souvent s'accoler au mot holding ? Vous avez presque répondu à la question, Cédric. C'est vrai que la holding active, c'est là où on va avoir un vrai acte de gestion dans le dirigeant. Le dirigeant va vraiment agir dans sa société holding pour ses sociétés filles. Et donc, il y a un intérêt à la mettre active dans ce cas-là, car on va pouvoir réintégrer une partie du chiffre d'affaires des sociétés filles dans la société mère, effectivement, car la société mère travaille pour la société fille ou les sociétés filles. S'il n'y a pas de travail effectif, alors on est plutôt sur une gestion passive. On détient juste les sociétés. Et on va plutôt avoir une organisation du patrimoine par la holding et peut-être penser à la transmission du patrimoine par cette holding. La plupart du temps, ceux que je vais accompagner dans la stratégie d'une holding et les clients que je vais accompagner, on va aller vers des holdings actives au fur et à mesure du temps. Il se peut aussi que la holding soit passive dans un premier temps. Parce qu'elle peut changer. Exactement. Et qu'elle passe active par la suite. C'est des changements de statut quand même. Pour tous. C'est des modifications à chaque fois quand même. Donc attention. On comprend qu'il y a pas mal d'avantages. On a parlé de la fiscalité. On a pointé l'attention qu'il faut porter en termes juridiques et administratifs. Mais est-ce qu'il y a des risques ou des inconvénients, des moments où c'est pas si positif que ça, une holding? Comme vous l'avez fait, le rappel, Cédric, par rapport au statut, je rappelle encore à tous ceux qui nous écoutent qu'effectivement, on ne crée pas une holding tout seul. C'est hyper important de le savoir. Déjà, c'est des schémas qui sont contrôlés par l'administration fiscale. Les holdings sont plus regardés que les activités commerciales des clients ou des personnes qui ont une société. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire qu'on développe son patrimoine, donc c'est regardé pour pas qu'il y ait des abus de droits fiscaux ou autres. Point important par rapport à ça. Également, sur cette question où il y a des risques juridiques,
je pense qu'il faut passer par un conseil pour se faire accompagner. Parce que sans un conseiller, effectivement, on peut faire des erreurs en termes de distribution. Peut-être qu'on va se distribuer tout en dividendes et donc taper la taxe Puma, avoir une stratégie qui ne correspond pas et donc on risque d'avoir des redressements qu'on n'aurait pas imaginés. En tout cas, je pense que vraiment, le métier de conseil prend toute sa valeur ici. Et il y a des erreurs comme ça un peu, je vais dire, courantes, celles que vous retrouvez à chaque coup quand il y a un client qui finit par débarquer chez vous alors qu'il a initié le truc tout seul. La plupart du temps, c'est un dirigeant qui va me dire « Moi, je me rémunère 100% dividende ou je me rémunère 100% rémunération, je me verse 20 000 € par mois. » C'est ces stratégies-là qui ne sont pas adaptées du tout à la stratégie de holding. Certains clients vont avoir fait une holding pour avoir fait plaisir à l'expert comptable. L'expert comptable avait raison de leur conseiller au départ, mais après, ils ont la Ferrari, mais ils ne l'utilisent pas. Donc, c'est ça qui est un peu triste. C'est-à-dire qu'on met en place le schéma, mais derrière, on ne l'utilise pas comme il faudrait l'utiliser. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est là où il n'y a pas un risque, mais il y a un risque au final financier. Parce que si on paye un expert comptable tous les mois, si on paye effectivement des conditions et des experts pour pouvoir mettre en avant sa holding et la mettre en place, c'est pour l'utiliser. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Ce matin, Jérémy Doyen, il y a peut-être un chef d'entreprise qui commence à voir son activité, effectivement, qui se développe un peu, ou qui y pense en tout cas. Quel conseil on pourrait lui donner au moment de réfléchir ou d'essayer de lui dire là maintenant ce serait peut-être bien d'y réfléchir. Voilà, quels sont les conseils de départ pour réfléchir à la holding? Les conseils de départ qu'on donne la plupart du temps aux entrepreneurs qui viennent nous voir, déjà, c'est de savoir où est-ce qu'ils en sont de leur chiffre d'affaires et de leur croissance et de leurs bénéfices. On regarde un petit peu ces 3 données pour savoir effectivement si le modèle et le schéma de la holding peut s'adapter aux dirigeants. Parce qu'effectivement, comme je le rappelle, c'est quand l'activité est en forte croissance et qu'il y a des bénéfices qui commencent à arriver. Ensuite, on va lui demander une chose simple, quels sont ses objectifs? Si ses objectifs, c'est un objectif de transmission, la holding peut correspondre. On ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'il y a tellement de sujets comme l'intégration fiscale ou le pacte du treuil. C'est 2 sujets aussi qui sont importants. Mais c'est important de savoir que l'aspect transmission peut correspondre à certains dirigeants. L'aspect rémunération, je veux optimiser ma rémunération, je veux pouvoir plus choisir, je suis qu'en SARL, je fais beaucoup de bénéfices, j'aimerais bien avoir une SAS au-dessus pour pouvoir me distribuer des dividendes. Est-ce qu'on peut y réfléchir? Oui, ça c'est une stratégie aussi. Ou tout simplement l'aspect réinvestissement. Je me dis, j'ai un projet immobilier, je veux acheter mes locaux professionnels. Pourquoi pas avoir une holding qui détient les locaux professionnels en dessous, et puis je vais acheter mes locaux avec ma femme, mon homme ou la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Et donc, avec cette personne-là, on va acheter les locaux professionnels par le biais d'une SCI, et on va réfléchir à un schéma plus complexe. On ne va pas juste faire une holding pour faire une holding, sinon ça n'a aucun intérêt. Juste pour terminer, et peut-être va-t-on doucher aussi sec les espoirs nés de cet entretien, Jérémy Doyen. On sait que l'État est un peu à la recherche d'argent, que on envisage plein de mesures, de nouvelles lois, de réformes, etc. Vous avez prononcé par exemple le mot du pacte du treuil. On sait que certains ont prononcé ce mot-là dans les coups de rabot possibles. Est-ce qu'on imagine finalement que tout ce qu'on s'est dit peut être un peu remis en cause, modifié dans le temps qui vient? Je pense que certaines choses seront modifiées dans les années à venir parce que, on le sait, c'est bien une chose qui est instable en France, c'est la fiscalité. Donc ça, hélas, on en est certain et on reste là-dessus que ça bouge. Mais quand ça bouge, ça veut dire aussi que votre conseiller en gestion de patrimoine qui vous suit ou la personne qui est à côté de vous doit aussi évoluer avec vous et vous faire évoluer dans le bon sens. Donc je pense que la holding répond à beaucoup d'objectifs et que même si certains objectifs sont gommés effectivement par des nouvelles lois fiscales, tout le reste intéressant. C'est pour ça que je dis que quand on va à une holding, on doit penser à tous ces objectifs et non pas avoir un seul objectif qui est la fiscalité. Sinon, ça sert à rien. Diminuer ses impôts. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Jérémy Doyen, donc Bonnet et Doyen Conseil, qui était au cœur de Patrimoine. Merci et bonne fête de fin d'année. Merci, vous aussi. À bientôt. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit et on termine ensemble Cœur de Patrimoine avec Vincent Bellassène. Bonjour. Bonjour Cédric Decoeur. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, cofondateur de Côté Neuf. Alors, je le disais en introduction tout à l'heure, on va parler de prêts immobiliers, de transfert de prêts, d'opportunités, de risques. Bref, je ne sais pas si les auditeurs auront croisé cette histoire qui a un petit peu fait parler d'elle dans la presse de couples qui avaient finalement ne pas remboursé son prêt, changé de bien et qui se sont fait un peu rattraper par la patrouille. Alors, on ne va pas s'attarder complètement sur l'histoire de ce couple, mais on va essayer de gamberger sur ces histoires de prêts. D'abord, peut-être, on rappelle, quand on souscrit un prêt, il y a des conditions avec des tas de petites lettres qu'il faut lire. Pourquoi est-ce que c'est important de bien choisir finalement son prêt, ses conditions? Quels sont les critères, selon vous, qu'il faut vraiment privilégier quand on part dans cette aventure du crédit immobilier?
C'est vrai, Cédric, qu'on a tendance à regarder toujours la partie taux, la partie prix du prêt immobilier. On est obnubilé par le « Ah, j'ai obtenu tant ». Évidemment, c'est une composante essentielle. C'est-à-dire que quand on va chercher un prêt immobilier, on va rembourser des intérêts tous les ans. Et donc, payer le moins d'intérêts possible, c'est super intéressant. On oublie souvent que le prêt immobilier, c'est une arme patrimoniale, mais une arme de destruction massive. C'est-à-dire que ce soit en termes de prévoyance, de protection de la famille ou de création de patrimoine, finalement, en plus du levier de crédit que tout le monde voit, on a la capacité à avoir des éléments complémentaires dans une offre de prêt immobilier qui permettent de protéger son environnement, sa famille et sa sécurité à moyen terme. Ces petites lignes-là, personne ne les connaît et finalement, elles font souvent de grandes différences. Vous parliez de la transférabilité du prêt, c'en est une, mais on y reviendra après parce que finalement, c'est une toute petite modalité. Les deux plus importantes pour moi, alors disons les trois plus importantes, vous allez déjà avoir l'assurance. L'assurance aujourd'hui... L'assurance emprunteur qu'on peut ou pas déléguer. Exactement, à bien différencier de la garantie. L'assurance, aujourd'hui, elle vous protège vous et votre famille. La garantie protège votre créancier. Donc, pour le coup, l'assurance emprunteur, très importante, avec des coûts très différents et des garanties très différentes. Et ensuite, vous avez deux éléments de protection majeurs pour votre vie du quotidien qui font que la propriété est presque plus protectrice que la location. Je dis souvent, moi je préfère dans une situation difficile être propriétaire que locataire grâce à ça. Ces deux modalités, c'est la modulation, donc la modularité de vos échéances dans le futur et le report d'échéance possible sur votre offre de crédit immobilier. C'est important de regarder si vous pouvez en bénéficier parce que dans des situations difficiles de changement d'emploi, de perte d'emploi, de passage temporaire au chômage, c'est très intéressant de pouvoir baisser temporairement ces mensualités. Certaines banques vont de 10 à 30%, mais aussi de pouvoir reporter des échéances. On l'a fait avec énormément de nos clients pendant la période Covid, de nos acheteurs en immobilier neuf, de pouvoir se dire, allez, janvier, février, je paye pas et je reporte mes échéances sans avoir d'incident. Ça veut dire que lorsqu'on négocie son prêt, il faut tout lire. En tout cas, il faut soit tout lire soi-même, soit se faire accompagner par quelqu'un qui sait lire et qui sait lire des offres de prêt. Et regarder que l'auto, c'est une chose. Être capable de savoir quels avantages peut m'attribuer un prêt immobilier, c'en est une autre. Et c'est très important de faire attention à ça lorsqu'on souscrit. Alors effectivement, vous avez rappelé les quelques clauses qui vous paraissent importantes. Et il y avait, parce que c'était devenu un petit peu plus rare, des clauses de transfert de crédit. Alors moi, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors Cédric, vous savez peut-être que j'ai été banquier à l'époque, j'ai été courtier aussi, donc j'ai fait pas mal de choses autour du crédit. La transférabilité du prêt, c'était une clause qui était dans l'offre de prêt qui permettait d'utiliser son capital restant dû au moment de sa revente, donc ce qui nous reste à payer, pour le transférer vers une nouvelle opération aux conditions initiales. Donc il fallait souvent faire un crédit complémentaire aux nouvelles conditions, mais on bénéficiait de son ancien crédit avec les conditions de l'époque où on l'avait faite. Il faut bien savoir que, quoi qu'il arrive, même lorsqu'elle était contractuelle, cette clause restait à la discrétion de la banque. Ce qui signifie... Donc c'était pas acquis ? Pas du tout. Et même quand on le demandait, pour l'avoir vécu opérationnellement, il y avait 90% de chances d'avoir un refus parce que les conditions n'étaient quasiment jamais favorables pour la banque pour effectuer un transfert. Bien évidemment. Parce que le but, c'est généralement, quand on le demande, c'est que c'est intéressant pour nous. Bien sûr. Et donc, si c'est intéressant pour nous, ça l'est moins pour la banque. donc, il y a une certaine logique dans l'opération. Entre guillemets. Donc, 2017, les banques arrêtent la transférabilité contractuelle. Et donc, en fait, il reste dans cet inconscient collectif la capacité, en tout cas, à transférer son prêt et le fait que ce soit une bonne opération pour les particuliers. Et donc, on arrive sur les fameux articles dont vous parlez récemment avec beaucoup de gens qui décident de faire ce qu'on appelle peut-être des transférabilités unilatérales. De décider de transférer soi-même son crédit immobilier. Comment ça marche ? Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, quand vous souscrivez un crédit immobilier, il y a deux types de garanties. Donc, on peut garantir notre créancier, qui est la banque, généralement, de deux façons. Soit par une inscription notariée, donc une sûreté réelle. On va prendre une hypothèque, ce qu'on appelait avant une inscription du privilège de prêteur de deniers. Et donc, le notaire va écrire sur le papier, si vous ne remboursez pas, la banque saisit votre bien et la revend. Et puis les banques, pour limiter leur risque et surtout pour le mutualiser, on crée des établissements comme Crédit Logement qui permettent de mutualiser le risque et de déporter le risque vers un établissement tiers. Et donc, il n'y a plus d'inscription notariée. Et d'ailleurs, quand vous faites aujourd'hui un crédit à la BNP, à la Société Générale ou au LCL, en finalité, vous empruntez aux trois banques parce que c'est le même organisme de caution qui cautionne votre crédit immobilier. Et souvent, c'est très rapide, on signe un papier et on a... Et même des fois, dans la minute, on a la réponse en banque. Comme quoi, c'est d'accord. Exactement. Et donc,
quand on reçoit l'argent suite à une vente aujourd'hui, eh bien, avant, le notaire, il vérifiait sur son papier qu'il y avait une inscription hypothécaire et qu'il fallait la rembourser. Aujourd'hui, le notaire, il n'a rien à vérifier. Il envoie l'argent à l'emprunteur, il lui dit « Attention, il faut bien rembourser votre crédit immobilier ». Et donc là, effectivement, il suffit de dire oui et d'en faire ce qu'on en veut. Et alors, il y a un risque à faire ça en loose day, entre guillemets. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe après tout, la banque, elle continue chaque mois à toucher sa mensualité. Voilà, à part qu'effectivement... c'est vrai, sauf que le crédit immobilier est un crédit affecté. Et donc, ça veut dire que le crédit immobilier, il est affecté à un risque pour une adresse, finalement. Et donc, quand vous décidez de reporter ce risque-là sur une nouvelle adresse sans l'accord de la banque, eh bien, vous faites une sorte de fausse déclaration intentionnelle et vous allez rentrer dans le cadre général de ce qu'on appelle la déchéance du terme dans un crédit immobilier, donc l'exigence anticipée du crédit immobilier. Et ça revient aux gens qui font des faux dossiers avec des faux bulletins de salaire. Alors, il peut y avoir des poursuites pénales en complément, mais généralement, ça s'arrête à la déchéance du terme. Et donc, l'idée, c'est de dire, si on vous détecte pour une erreur X ou Y, un problème d'adresse, eh bien, on vous demandera sous 30 jours de rembourser l'intégralité du prêt immobilier. Ah ouais. Là, ça peut piquer. Plus, ça peut piquer. C'est pour ça que la dernière fois que j'en parlais, je disais, si c'est pour prendre l'argent, le placer à un taux plus élevé que ce qu'on l'a emprunté. Éventuellement jouer. Mais... si c'est libérable et qu'il est en dispo, le risque juridique est faible. Secondaire, tout ça, ça peut le faire, mais avec le risque de devoir la vendre vite et d'avoir une décote importante. Ouais, c'est ça. Et de se retrouver avec un CRD, un capital restant dû sur les bras. Donc, on n'est plus maître lorsqu'on fait ça de sa dynamique patrimoniale. On prend un risque pour soi et pour sa famille si c'est en résidence principale, avec le risque de devoir vendre vite. Et quand on vend vite, on vend pas bien. Donc du coup, parce que j'ai envie de dire, un couple qui démarre sa vie patrimoniale, en plus, dans les périodes récentes, on avait des taux quand même qui étaient très intéressants. Donc on démarre sa vie patrimoniale, on n'a pas forcément le schéma de ce qui va se passer. Donc comment est-ce qu'on fait pour... entre guillemets, bien pas partir du bon pied, quoi. Enfin, ne pas commettre d'erreurs, se dire un petit peu, comment on fait si on va vouloir évoluer. Enfin voilà, quel conseil on peut donner à un couple d'emprunteurs ou à un emprunteur, disons, voilà. Je vais donner un conseil que je donne quasiment toujours. C'est de se dire, dès qu'on démarre dans la vie patrimoniale, que ce soit dans l'immobilier, dans les placements, que chaque point de rentabilité, c'est un point de risque. Et donc, en réalité, il faut être capable d'être raisonnable dans sa construction patrimoniale, dans un contexte où tout le monde vous dit qu'on peut faire de grandes choses très vite. Voilà. Donc, si je devais donner un conseil aux primo-accédants ou aux jeunes emprunteurs ou à ceux qui essayent de développer jeunes leur patrimoine, c'est de garder la tête froide. Les promesses n'engagent que ceux qui les font et il vaut mieux une petite rentabilité sereine qu'une très grosse rentabilité avec de très grands risques quand on est en construction. Malgré tout, c'est quand même tentant. Enfin, je veux dire, on a ce bien immobilier, sa valeur a progressé. On se dit, si je rembourse pas le prêt tout de suite, en croyant bien faire, finalement, j'ai une plus-value qui est encore plus forte que je peux réinvestir. Comment est-ce qu'on peut conseiller pour bien gérer cette plus-value finalement ? Finalement, en restant dans les clous là. Finalement, la plus-value, on en fait ce qu'on veut. Ouais. Il suffit simplement de rembourser son ancien crédit immobilier. Donc, il n'y a aucune problématique avec la plus-value qui, pour le coup, est exonérée dans le cadre d'une modification de résidence principale, une revente puis un achat. Il n'y a pas du tout de problématique sur la partie plus-value. La problématique, c'est de se dire, est-ce que pour ne pas payer 2% d'intérêt annuel en plus sur la partie du capital qui me reste à verser, je vais prendre le risque de devoir perdre mon nouveau bien pour gagner peut-être 2, 3, 4, 5 mètres carrés ou pour gagner 2, 3, 4 kilomètres d'éloignement par rapport à l'endroit où je voudrais être. C'est ça la vraie vérité. Les taux sont remontés très vite et donc souvent les gens n'ont pas forcément ce qu'ils voudraient par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir. Bien sûr, parce qu'ils ont perdu un peu de pouvoir d'achat immobilier. Ouais. Est-ce que le risque en vaut la chandelle ? C'est toute la question que l'emprunteur se pose à ce moment-là. On parle de risque. Le risque juridique est très faible. C'est-à-dire qu'une banque qui va faire la déchéance du terme, attaquer en justice derrière, c'est assez rare. Ce qu'elle veut, c'est récupérer ses fonds, revendre son bien et passer à autre chose. Néanmoins, le risque est important. Quand on a des enfants et une femme dans le bien et qu'on est obligé de se séparer de ce bien avec une décote, de conserver un crédit et de repartir sur quelque chose de nouveau et souvent en location, bien, c'est quand même un risque que personnellement, j'ai pas très envie de prendre.
Attention donc aux fausses bonnes idées. Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir. Vincent Bellassène donc pour Côté Neuf qui nous accompagnait sur ces péripéties immobilières. Péripéties. À très bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. On va marquer une pause pour les fêtes de fin d'année et on se retrouve début janvier. Très bonne fête de fin d'année. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.